toujours un réel plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, autour de cette émission Parlons Congo, qui est un programme qui analyse pour vous l'actualité en République démocratique du Congo tout entière. Une émission qui n'épargne aucun sujet, il n'y a pas de sujet tabou ici, ni de personnes intouchables. Pour ce numéro, nous avons comme invité, après plusieurs réclamations, Prince Willy Michiki, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour et je vous souhaite une très belle journée. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver ces beaux plateaux. Prince Willy Michiki, comment allez-vous? Oui, je vais très bien malgré les petits soucis qui se passent aujourd'hui dans la partie orientale de la République, mais nous croyons que la paix définitive et la paix réelle va revenir. C'est pourquoi nous venons de là, je viens de là, il y a 24 heures je viens de là, pour que nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, des conseils, pour que, puisque sans paix il n'y a pas de développement. On va y revenir. Parlons d'abord sur cette actualité brûlante qui est l'affaire Kamere. Après 13 ans de condamnation, la Cour de cassation à la Sûreté générale venait de casser ses jugements. Une déception, une réjouissance pour vous? Bon, je ne peux pas parler de déception, mais je veux dire que finalement, la Haute Cour a dû les droits. Vous savez que nous avons plusieurs fois dénoncé les procès de 100 jours qui étaient entachés de plusieurs irrégularités et qui frisaient les procès politiques. Lorsque vous voyez la façon dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kamere, a été jugé, condamné, on a senti qu'il y avait une main au-dessus de ça. Ce n'était pas ça la justice. La main de qui? On a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait des motivations politiques. D'abord, les circonstances dans lesquelles le premier président Yannick, il est mort dans des circonstances mystérieuses. Et lorsque vous voyez aujourd'hui tout ce qu'on acquise à Kamere de millions, il n'a jamais signé un acte quelconque pour faire sortir de l'argent. Lorsqu'on acquise même 100 000, Jamal, il dit lui-même qu'il y a des maisons préfabriquées qui sont ici arrivées, d'autres qui seraient au port de la Tanzanie, d'autres ici en Angola, à Luanda. Donc vraiment c'était une histoire bidon. Bidon à tel point qu'on ne comprenait pas réellement. Et curieusement, on a constaté que les gens qui étaient avec Kamere, presque tous ont été libérés, presque tous, sauf lui et Jamal. Et donc on s'est dit alors pourquoi on doit continuer à détenir Kamere. Et la Cour de cassation ne s'est prononcée que sur la forme. Et la Cour n'est pas entrée dans les fonds. Il appartient maintenant à la juridiction qui sera désignée, à l'occurrence, la Cour d'appel de la Gombe, autrement avec une nouvelle composition qui va examiner les fonds de l'affaire. Donc le fonds est toujours là. Est-ce que vous ne donnez pas raison, à ceux qui, à l'INC ailleurs, disaient que ce procès était l'œuvre de Félix Tshisekedi pour écarter Vital Kamere de la course présidentielle de 2023? Bon, je ne pense pas, puisque Tshisekedi est toujours président de la République. Vous venez tout à l'heure de dire qu'il y avait une main noire. Mais j'ai dit qu'il y avait une main noire, ce n'est pas Tshisekedi, la main noire. Qui, alors? Non, moi j'ai dit que la justice elle est indépendante à ce pays. Et le président lui-même de la République, Tshisekedi, Félix, s'est plaint plusieurs fois de la façon dont l'administration de la justice fonctionnait. Il s'est plaint. Et il a lui-même dit à Goma, j'étais présent, que Kamere était un homme correct et sérieux. Aujourd'hui, la Cour de cassation vient de donner raison au chef de l'État, Tshisekedi. Mais la Cour a donné raison au chef de l'État, la Cour a donné raison à Vital Kamere. Mais le peuple, c'est quand même des millions qui se sont volatilisés comme ça. Aujourd'hui, beaucoup disent dans l'opinion que l'État de droit est devenu un slogan. Aujourd'hui, c'est le peuple qui est les dindons de la farce. À l'INC, c'est la fête. Vous, les politiques, vous dites que c'est
la justice, mais le peuple n'a pas trouvé son compte. Non, lorsqu'on dit que le peuple n'a pas trouvé son compte, non, le peuple a besoin d'une justice juste. Mais qui a pas volé, une justice mais qui a finalement volé les millions du peuple? Parce que tout le monde... Mais justement aujourd'hui... Tout le monde, maintenant, sont dehors. Maintenant, les millions... Non, maintenant, attendons l'examen, puisque la Cour de cassation ne se prononce que si la forme et la procédure étaient biaisées. Maintenant, attendons l'examen du dossier en profondeur, puisque le fond va être maintenant attaqué au niveau d'une chambre qui sera autrement composée, au niveau de la Cour d'appel de la Gombe. C'est à ce moment-là qu'on saura où sont les millions. Mais moi, je vous dis qu'il n'y a pas eu de millions volés. Puisque les maisons sont là. Les maisons sont là. On a prouvé que tout l'argent était bien versé à qui des droits. C'est comme ça que lorsqu'on a fait croire au peuple, justement, qu'il y avait des étonnements, mais il n'y en a pas. Les sons des moutons sont là. Tout le monde a crié sur les sons des moutons, mais les sons des moutons sont là. Donc, les maisons préfabriquées sont là. Si les maisons fabriquées traînent en Tanzanie, en Angola, où est le problème des caméras? Il n'y en a pas. Donc en réalité, le peuple aujourd'hui saura qu'il n'y a pas eu de millions volés, c'est tout. Je sais que vous êtes de là, vous revenez d'ailleurs de Goma. La recrudescence, la réapparition du M23, Prince Willy Michiki, l'état des sièges, tous les déplacements du chef de l'État, tous les discours de l'Union sacrée, qu'on a mis des moyens, 21 000 ans, patati patata. Aujourd'hui, vous de l'Union sacrée, est-ce que vous avez encore un discours avec la recrudescence du M23? Bon, d'abord, il faut dire que ce n'est pas seulement l'Union sacrée à qui il faudrait porter la responsabilité de la recrudescence de l'Union sacrée. Mais à qui donc? Non. C'est un mauvais héritage que nous avons acquis du régime de Kabila. Mais ça fait 3 ans que vous êtes aux affaires. Mais justement, c'est un processus. Arrêtez de vous plaindre. Le M23, qui a signé l'accord avec le M23? Ce n'est pas Tshisekedi, c'est Kabila et son gouvernement. C'est Kabila qui n'a pas pu respecter ses propres engagements. Mais jusqu'aujourd'hui, vous citez toujours que Kabila... Mais justement, puisque c'est un accord, l'accord de Nairobi n'a pas été signé par Tshisekedi, non. C'est par Kabila. Et nous sommes en train de subir les erreurs du régime passé. Ce que moi je propose à l'Union sacrée et au gouvernement en particulier, il faudrait renégocier cet accord-là. Puisqu'il y a des choses là-bas que moi personnellement, je trouve ne peuvent pas être appliquées. Il y a des choses là-bas qui Kabila les avait acceptées, peut-être par contrainte ou juste pour laisser une bombe à retardement, sachant qu'il était en train de partir. Donc moi je suis pour la renégociation avec le M23. Puisque vous savez, selon même, conformément à notre constitution, les accords internationaux signés, dûment signés, sont supérieurs à la constitution. Donc nous devons, nous, en tant que gouvernement, respecter ces accords. Mais comme nous avons un nouveau gouvernement, et ayant constaté que ces accords-là ne peuvent pas être appliqués, sinon on va même cela friserait même la violation de la Constitution. Moi, je recommande à ce qu'on puisse renégocier avec le M23 pour qu'on puisse avoir un accord réaliste qui peut être exécuté un jour. Renégocier pour donner encore quoi? Parce que vous savez que les Congolais ne sont toujours pas d'accord avec ce système de prendre les anciens violeurs, les anciens tueurs, les réinsérer dans l'armée, ou bien de les réinsérer dans la vie politique. Justement, donc vous m'avez rejoint. C'est pourquoi moi j'ai dit que cet accord-là est anticonstitutionnel. Cet accord, aujourd'hui, la loi actuelle interdit les recrutements ou les versements des ex-miliciens dans l'armée. Il faut passer par les recrutements. Le seul moyen pour aujourd'hui devenir policier militaire, il faut absolument passer par les recrutements. Donc c'est la loi, ce n'est pas moi, c'est la loi. Or, dans l'accord de Nairobi, il est dit que tous ces ex-M23 devraient être déversés dans l'armée et dans la police. Donc cet accord-là viole les dispositions légales. C'est pourquoi je parlais de la renégociation. Parce que nous avons tous vu, les M23 étaient pratiquement défaites. Et aujourd'hui, on apprend de la bouche du FARDC que c'est le Rwanda
qui même donne même des troupes, on n'a qu'à tirer des militaires là-bas. Bon, moi, sincèrement, vous savez, ce n'est pas la lecture que moi, Willy Miché, qui est. Vous contredisez les FARDC? Non, je ne continue pas les FARDC, mais moi, je n'aime pas le fait que toute une république et tout un gouvernement reste plaintif. Un gouvernement ne doit pas se plaindre. Est-ce que même si les militaires rwandais appuyaient les M23, même nous sommes une armée de la République, on ne peut pas tenir tête à l'armée rwandaise. C'est comme si l'armée rwandaise est la meilleure armée du monde. C'est comme si l'armée rwandaise, c'est une armée, c'est pas extraordinaire. Non. Nous parlons comme des petits gamins. Moi je n'aime pas ce discours-là. En tout cas, c'est pas les miens. Moi, j'estime que tous ces prétextes-là que nous avançons, l'Ouganda, les M23 sont aussi en Ouganda. Je vous apprends que les M23 sont aussi en Centrafrique. Ils sont aussi au Sud-Soudan. Ils se sont disséminés un peu partout. Mais pourquoi nous, sachant qu'il y a des affinités, il y aurait des affinités entre les ex-M23 et l'armée ou le gouvernement rwandais, pourquoi ne pas faire tout un mur de sécurité le long de la frontière avec le Rwanda? Pourquoi tout ce temps un mur de sécurité, c'est-à-dire placer des hommes pour contrôler la frontière entre nous et le Rwanda? Pourquoi depuis tout ce temps ici, Tchanzo, Runyonyi, Tchengerero, tous ces milliers-là, qui sont des milliers où ces gens de M23 connaissent mieux, n'ont jamais été occupés d'une manière permanente par l'armée. Le vrai problème n'est pas là, Justin. Je vais vous dire le vrai problème. Le vrai problème part depuis le régime de Kabila. Toujours Kabila. C'est, bien sûr, parce que c'est lui, je sais qu'il a hérité le pouvoir de Kabila, c'est normal. Donc, je vous dis que nous avons aujourd'hui une mauvaise gestion des fonds au niveau de l'armée. Deuxième chose, il y a eu des effectifs qui sont insuffisants. On vous dit qu'un bataillon a 300 hommes, par exemple. Vous arrivez là-bas, il n'y a même pas 100 hommes. Mais à la Banque centrale, au ministère du Budget et Finances, on a fait sortir les fonds pour 300 personnes. Nous avons un problème sérieux d'effectifs. C'est pourquoi j'en appelle à ce qu'on puisse rapidement procéder au recrutement de policiers et militaires et puis former. Il y a eu des militaires ici, il y aurait eu des gens qu'on aurait envoyés là-bas, parce qu'on a des familles quand même, des membres de famille, des ex et membres de nos partis qui ont quitté, qui ont adhéré dans l'armée de la police. Ils nous disent que même il y a des gens qui ont été formés ici en cascade. On les a amenés là-bas, ils ne connaissent rien. Ils tirent des balles à l'air, ils ne connaissent aucune. Alors, c'est pourquoi moi j'ai dit, nous devons aujourd'hui redéfinir notre politique sécuritaire. Nous devons former les vrais militaires. Et surtout aujourd'hui, puisque toutes ces magouilles-là sont entretenues ici à Kinshasa. Là-bas, il y a même l'état de siège, ne contrôle rien. C'est ici. Tous ces tableaux sombres que vous êtes en train de peindre, mais c'est en plein état de siège. Est-ce qu'aujourd'hui, vous donnez raison à tous ces gens qui disent que l'état de siège, c'est un échec? Non, ces problèmes n'ont pas commencé avec l'état de siège. Non, mais l'état de siège est venu pour résoudre ces problèmes. Non, la déclaration des faux effectifs, les détournements des fonds de ménage, de soldes des militaires, c'est depuis l'époque de Mobutu. Ça s'est aggravé à l'époque de Kabila. Et nous voudrions maintenant aujourd'hui, avec Tshisekedi, qu'on puisse y mettre fin. Comme si vous n'avez pas de pouvoir. C'est-à-dire, ça a commencé à l'époque de Mobutu, ça a commencé à l'époque de Kabila. Mais arrêtez-le, vous êtes au pouvoir. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Après 3 ans. Combien? Non, moi j'ai dit. Mais mais depuis presque 2 ans, on était avec Kabila. C'est maintenant la première année qu'on a maintenant une indépendance. Mais il ne faut pas oublier que la plupart, presque la quasi-majorité des officiers supérieurs dans l'armée comme à la police sont imprégnés de l'idéologie kabilite. Donc ils sont habitués au magouille. L'armée est apolitique. Mais l'armée est apolitique, mais le système Kabila avait politisé l'armée. On a constaté aujourd'hui que même pour être élevé à un grade, il fallait être d'une telle idéologie. Et c'est ça qui tue aujourd'hui le pays. Vous avez le pouvoir facile, réparer toutes ces injustices. Mais si moi, membre de l'Union sacrée, quand
cadre de l'Union sacrée. Je dénonce ça. C'est pour vous dire qu'il y a un début de solution. Puisque pour résoudre un problème, il faut d'abord les cerner, il faut d'abord les savoir de quoi il s'agit. Et tout ce temps ici, on ne savait pas c'était quoi. L'argent continue à sortir. La politique de Félix Tshisekedi envers Kagame. On était ici, Tshisekedi appelait toujours Kagame Paul son frère. Aujourd'hui, on demande quel est le bilan de cette approche de Félix Tshisekedi quand on voit son armée, l'armée républicaine, dire clairement que le Rwanda est derrière elle. Bon, d'abord, il faut dire d'abord que c'était une déclaration précipitée. Vous savez, moi je suis expert des questions de la région des Grands Lacs. Il faut faire très attention à des déclarations fantaisistes. Ce que j'avais suivi ça, je peux l'appeler une déclaration fantaisiste. De l'armée. De l'armée, bien sûr, c'était fait dans la presse. Les gens qui sont sur c'était fait, moi je vous dis, moi je suis régulier là-bas. Puisque l'armée. Je vais vous dire une chose. On a même exhibé des militaires. Non, je vais vous dire une chose. L'armée rwandaise. L'armée rwandaise, ce n'est pas une armée extraordinaire. Moi, Willy Michiki, avec mes moyens que j'ai, je peux aller là-bas et recruter des militaires de l'armée rwandaise. Oh. Comme mercenaires, bien sûr, je peux aller, je les prends, je les amène. Comme aussi, eux aussi peuvent venir ici chez nous, prendre nos militaires, les amener là-bas, ou les corrompre. Qu'est-ce qui dit que les deux militaires-là n'étaient pas des mercenaires? Est-ce qu'on a des preuves qu'ils étaient envoyés par l'armée rwandaise? Ça, c'est délicat. On connaît toujours les visées. Est-ce que nous avons des preuves? On a les militaires, là, on a cité les unités. Mais bien sûr, je ne dis pas... Matriqués. Non, Justin, évoluons quand même. Hein? Moi, je vous dis que ces deux militaires sont bel et bien des militaires de l'armée rwandaise. Je n'en disconviens pas. Voilà. Mais est-ce que avons-nous des preuves que c'est l'armée rwandaise qui les a placés à côté? D'abord, je vous dis d'abord, les deux sont des Hutus. Vous connaissez l'affinité des militaires Hutus avec nos gens d'ici, de chez nous là de l'Est. De deux, ces militaires-là, même moi, je vous dis, moi je suis civil. Je n'ai jamais été dans l'armée. Mais j'ai la capacité aujourd'hui d'aller au Rwanda et recruter les militaires rwandais, les amener au Congo pour une cause qui va me bénéficier quelque chose. Je peux aussi imaginer que les gens de M23 peuvent aller à l'armée rwandaise, où il y a beaucoup de Congolais aussi, de tous ces Hutus qui sont venus du Congo, les recruter pour leur cause. Mais lier ça à l'armée rwandaise, je dis, c'était trop précipité. Ça peut être vrai, mais nous n'avons pas de preuves. Je ne nie pas que ces militaires sont des Rwandais et dans l'adhérence de l'armée. Mais c'est ça la preuve. Mais bien sûr, quand on a les militaires rwandais. Mais je vous dis, si aujourd'hui on arrive ici au Congo, je vous donne un cas. On arrive au Congo, vous connaissez les trains de vie de nos hommes en uniforme. On recrute 5-10 personnes. On les amène en Ouganda. Et l'Ouganda les surprend là-bas. L'Ouganda peut dire que c'est l'armée congolaise qui est entrée là-bas, puisqu'ils sont des militaires congolais. Non, je vous dis, c'est possible de le faire. C'est possible. Ce sont des gens. Mais je vous dis que on est allé trop vite à besoin pour accuser la... Vous savez, quand vous me dites que... moi, je vous dis que les relations que Tshisekedi mène avec le pays voisin nous permettent aujourd'hui de respirer. Il y avait plusieurs incursions chez nous. Plusieurs, même des occupations, des Rwandais qui venaient, des Ougandais qui venaient occuper chez nous. Moi, j'ai vécu ça. Même des Soudanais, des Bororo et Kosovo venaient occuper. Mais on ne vit plus ça aujourd'hui, puisqu'on a un chef de l'État qui fait une bonne politique de bon voisinage. Pourquoi? Le Rwanda ne sera jamais notre ennemi. Ni le Burundi, ni l'Angola. Nous sommes condamnés, je dis bien, condamnés à cohabiter. Personne n'a choisi son voisin. Et d'ailleurs, moi j'insiste toujours, je dis que là où nous devions renforcer nos missions diplomatiques, nos représentations, c'est dans les pays voisins. Puisque notre sécurité en dépend. Vous allez aujourd'hui au Rwanda. Ça fait plusieurs années que la RDC n'a pas d'ambassadeur là-bas. Et c'est normal. Depuis Nkulu qui est à la cour constitutionnelle, il n'y a jamais eu un ambassadeur. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une ambassade? Or, lorsque je parle d'une ambassade, c'est toute une organisation.
Il y a des services secrets, militaires comme civils, qui opèrent. On les appelle Andakava, donc sous couverture de diplomates, mais c'est eux qui devraient nous informer même l'organisation éventuelle des M23, les réorganisations au Rwanda, ce que les Rwandais pourraient mijoter. C'est nous, mais nous n'avons pas de représentation là-bas. On a des diplomates là-bas, je connais une dame qui est là, et Madame Kimpet, j'ai oublié le nom, qui est là depuis plus de 10 ans. Elle est déconnectée complètement même de la centrale ici. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Et ça, c'est la diplomatie de Kabila. Mais il faut dire ça dans vos réunions de l'Union sacrée. Moi, je vous dis que ce n'est pas l'Union sacrée. Je dis, nous avons hérité ça de Kabila. Pourquoi? Moi, je l'ai dit. Comment expliquer que nous sommes à la veille des échéances électorales? Nous devons, nous, Union sacrée, défendre notre bilan. Le chef de l'État, c'est le seul qui a été élu sur base d'un programme. Mais à la veille des échéances électorales, nous avons encore 90% des diplomates sont encore des FCC, de Kabila. Et 80% des mandataires sont encore des kabilistes. Mais 95% de la petite territoriale, ce sont les gens de Kabila. Alors, comment nous allons-nous porter ce bilan-là demain? C'est un problème. J'ai dit à l'Union sacrée, nous avons un problème sérieux. Nous le disons qu'il y a un problème de vision. Nous avons une vision, mais qu'on ne matérialise pas. Mais là, vous donnez raison à ceux qui disent qu'à l'Union sacrée, c'est vraiment un capharnaüm, c'est les désordres. Non, il faut une purge à l'Union sacrée. Il y a même des gens à l'Union sacrée, comme les amis, certains amis de l'ensemble, qui sont à l'Union sacrée et qui ne veulent pas partager les bilans. Et c'est normal. Nous co-gérons avec eux. L'ensemble a des ministres. Et l'ensemble dit que non, nous ne sommes pas comptables. Mais ce n'est pas normal. Je vous dis, par exemple, des cas là. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est ce que moi j'ai dit. Il faudrait une purge à l'Union sacrée. Même si l'Union sacrée devrait rester avec 2, 3, 4 regroupements, mais des regroupements qui se retrouvent dans la vision de l'Union sacrée. Comment expliquer qu'une coalition importante comme l'Union sacrée n'a même pas aujourd'hui un candidat, il n'y a qu'un seul poste comme président, n'a même pas un candidat pour la République. Tous ceux dans la Mouka et dans l'opposition qui disent que c'est un conglomérat, pour ne pas dire des aventuriers, comme disait le Kabila. Non, c'est-à-dire que moi je suis pour la restructuration de l'Union sacrée. On ne peut pas aller aux élections avec cette Union sacrée. Et il faut le faire maintenant. Puisque pour moi, ça c'est l'année préélectorale. Si on ne le fait pas maintenant, on le fera encore quand? Voilà. Puis nous devons aller aux élections avec une seule vision. D'accord. Terminons notre entretien par les sociales des Congolais. Prince Willy Michiki, quand Kabila avait quitté le pouvoir, quand Tshisekedi est venu au pouvoir, les Congolais avaient donné trop de espoir en lui. C'est-à-dire, vous vous souvenez toujours de ce que le peuple avait chanté lors de sa prestation de serment, Papa Lobaki, Kogo Sanate, le peuple d'abord. Il y a eu blocage. Après, vous êtes resté avec l'Union sacrée. Aujourd'hui, le social des Congolais, Prince Willy Michiki, pendant que vous distribuez les palissades, vous de l'Union sacrée, le social des Congolais, pénurie de carburant, la vie chère, Prince Willy Michiki, où est-ce que nous allons avec l'Union sacrée? Comme je l'ai dit tout haut, qu'il y a des paramètres que nous, au niveau interne du gouvernement ou de la RDC, nous ne maîtrisons pas. La crise aujourd'hui de la guerre entre l'Ukraine et la Russie a impacté le secteur le plus important, qui est le secteur pétrolier. Vous savez que le pétrole intervient dans chaque facteur, que ce soit les transports, que ce soit même la consommation de produits de première nécessité, même la vie des Congolais à l'intérieur. Quand vous voyez aujourd'hui le prix du carburant, le prix frontière a presque triplé, alors que nous on continue à maintenir les mêmes prix. Ça ne s'explique pas. C'est pourquoi moi j'ai toujours, depuis longtemps, vous savez, j'ai été conseiller principal à la primature, chargé des hydrocarbures à l'époque de Birindoa. Et ma politique à moi était de dire qu'il faut appliquer la vérité de prix. Ça ne s'explique pas pourquoi les gouvernements de la République bloqueraient les prix. Mais c'est pour... Pourquoi les gouvernements de la République
prendrait en charge la fiscalité. Tous ces étrangers qui sont ici, des diplomates, qui sont bien payés, ils achètent le prix et le carburant à la pompe, au même prix que moi, pauvre citoyen, alors que nous, l'État, mon gouvernement, paye pour eux la fiscalité. Il faut, moi, Willy Michik, ministre de l'économie, je dois appliquer la vraie politique de prix. Si un litre doit coûter 3 $, nous devons l'acheter à 3 $. Mais tuer la population. Mais ce n'est pas tuer la population, c'est la réalité du marché. Nous devons vivre avec. Maintenant, avec quel pouvoir d'achat pour le mais justement, maintenant, on y arrive maintenant. L'argent qui va, puisque nous avons la parafiscalité que l'État récupère, cet argent-là, nous allons améliorer les conditions de vie des Congolais, nous allons améliorer les salaires et payer même aux plus démunis de nos compatriotes. Mais aujourd'hui, bloquer les prix, ça ne s'explique pas, ça ne se fait jamais. Voilà pourquoi, moi j'ai dit, je suis pour l'application de la vraie politique de prix à la pompe. Ça ne sert à rien de bloquer des prix, mon frère. Ce n'est pas nous. Au contraire, quand nous appliquons la vraie vérité des prix, mais l'État récolte des taxes, notamment la parafiscalité pour les cas de carburant. Depuis des années, nous, ceux qui devraient revenir à l'État, la parafiscalité, nous prenons ça en charge. Pourquoi? Tous ces petits diplomates qui sont ici, tous ces petits Indiens qui nous bouffent, Chinois et consorts, tout ça, l'argent ici, qui ont des prix excessifs, mais nous les couvrons, nous payons leur parafiscalité. Est-ce que nous avons un sens pour ça? Voilà, ça n'est fini. Alors, deuxième chose, et la dernière, quand j'étais conseiller principal à l'énergie et ressources hydrauliques à la primature, j'avais à l'époque mené une étude qui a démontré qu'avec 2 millions de $, on pouvait transformer notre carburant produit à Mwanda et l'utiliser, puisqu'il est lourd. Il fallait, et les équipements, on n'allait pas les acheter aux États-Unis, c'est en Afrique du Sud. Aujourd'hui, j'ai fait encore les mêmes exercices, le prix est devenu à 3 millions. Donc avec 3 millions, on peut monter une raffinerie à Mwanda pour transformer notre propre carburant et l'utiliser ici. Au lieu de l'exporter, qui nous revienne ici 10 fois plus cher. Donc c'est la vision seulement qui nous manque. Et à l'époque, c'était à l'époque de Chevron. Mais j'ai été rappelé alors de par Mobutu lui-même. Je crois que ceux qui étaient avec moi, ils sont encore là. Bobirino est décédé, qui était mon chef à l'époque. Ils s'en souviendront que j'ai été rappelé alors de par Mobutu, puisque Chevron, à l'époque, qui a vendu à Perenco, ne voulait pas qu'on puisse transformer notre carburant. Donc, il y a aussi des véritables problèmes. Et aujourd'hui, ça m'étonne, depuis Mobutu, Kabila aussi est retombé là-bas. Même nous, on n'arrive pas à appliquer la vraie politique, puisque nous ne contrôlons pas. Nous produisons le carburant, mais nous préférons l'exporter, prétextant qu'il est lourd, et importer plus cher. Et comme nous n'avons plus de raffinerie ici, nous sommes obligés d'importer des produits légers qui nous coûtent encore plus cher. Alors que si on importait des produits bruts, on peut les raffiner. Même pour la raffinerie là, ici chez nous, pour la remettre de Mwanda, il faut 3 millions de $, même 2,5 millions. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est question de vision. Moi, j'ai dit, nous avons des problèmes, je reconnais, à l'Union sacrée. Mais nous devons nous dire des choses. Ce que vous dites là ne se trouve pas dans la vision du chef de l'État. Mais justement, moi, j'ai dit que le chef de l'État, malheureusement, il est presque seul, isolé. Sa vision n'est pas transcendée en bas. Ça s'est resté seulement au sommet. Prince Willy Michiki, un dernier mot. Le dernier mot, moi, je voudrais dire aux Congolaises et aux Congolais de ne pas perdre l'espoir. Et de ne pas croire qu'on doit attendre tout du chef de l'État. Non. Chacun d'entre nous a une responsabilité. Ce pays nous appartient à tous. Et vous soyez de l'Union sacrée ou pas, c'est comme ça même que j'ai fait un clin d'œil à mon frère Adolphe Muzito, lorsque je l'ai suivi aujourd'hui dire que non, nous, la Mouka et la Mouka, ils étaient disposés à discuter autour des réformes électorales pour trouver un consensus autour. Voilà, c'est ça ce que nous pouvons appeler aujourd'hui le nationalisme. Vous êtes pour un dialogue? Un dialogue, mais qui reste dans le cadre de la CENI actuelle. Nous sommes tout à fait d'accord, ouverts. C'en est fini, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de cet entretien qui a été écoulé, comme d'habitude, avec Prince Willy Michiki. Nous vous remercions de la sympathique attention dont nous avons bénéficié dans vos familles
et partout ailleurs. Grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, Belgodor Mutombo, ingénieur Fia Lungela. On se dit bye et à bientôt.